Bonjour, nous sommes aujourd'hui dans les locaux de l'Express. C'est Monsieur Barbier qui nous reçoit. Bonjour Monsieur Bonjour. Barbier. Merci beaucoup de nous recevoir. Tout d'abord, j'aimerais vous introduire à ceux qui nous regardent aujourd'hui. Alors, vous êtes diplômé de l'École normale supérieure. Vous êtes aussi journaliste aujourd'hui et vous êtes surtout le directeur de la rédaction de l'Express. À ce sujet, j'aimerais bien que nous parlons du défi de l'Express tout d'abord. Vous avez travaillé avec les étudiants de l'ESC Lille. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots qu'est-ce qu'est le défi Express Grande École? 9 écoles qui sont en compétition et qui doivent, à partir du mois d'octobre-novembre jusqu'au mois d'avril-mai, réaliser totalement un journal. C'est-à-dire non seulement trouver le sujet, faire les reportages, réaliser les interviews, fabriquer la partie éditoriale, mais trouver également le budget publicitaire avec des objectifs très ambitieux. Le jour venu, vendre le journal, le vendre à la criée, le vendre dans les kiosques, le vendre dans les supermarchés, et puis enfin assurer tout le suivi autour de cette fabrication de journal, c'est-à-dire le relationnel avec les annonceurs, avec notre équipe et avec bien entendu leur environnement scolaire. Tout ça pour terminer par une grande fête à Paris, remise des prix et longue nuit de festivités, ça sera le 13 mai. Très bien. Et vous avez suivi notre école, le SC Lille? J'ai suivi le SC Lille pour plusieurs raisons. Je n'avais jamais fait de parrainage comme ça dans le défi Grandes Écoles l'Express. J'ai pris Lille qui était la plus facile à cause de la proximité, mais également parce que j'ai 50% de sang ch'timi. Je me sentais un peu mu par la fibre chauvine à défendre les chances de l'ESC Lille. Et j'ai trouvé ça passionnant. Rapport avec l'équipe absolument formidable. J'ai trouvé des gens passionnés, passionnants, motivés. Ça a été un très 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 grand moment humain pour moi. Je suis pas sûr que dans l'autre sens ils en aient profité autant parce que mon temps était malheureusement limité, j'étais pas un parrain très assidu. Enfin, j'ai essayé de faire de mon mieux et en tout cas, moi j'en garderai un formidable souvenir, quelle que soit l'issue pour le SC Lille de ce concours. Mais enfin, ils sont bien partis et on va voir si la dernière ligne droite leur est favorable. Très bien. Et pour couronner le tout, vous êtes venu à Lille il y a quelques jours pour parler d'un sujet que les étudiants avaient choisi, la pipolisation de la vie politique. Alors une petite question, est-ce qu'il s'agit là d'une dérive de la vie politique ou au contraire, est-ce que c'est une nouvelle forme de la démocratie? C'est une nouvelle forme de la démocratie. On peut la déplorer, considérer que c'est une dérive, qu'on est parti des hauteurs nobles du grand débat, des temps de De Gaulle ou Mitterrand, et que l'on finit dans le caniveau avec la presse people. On peut aussi faire avec et se dire que nous sommes simplement dans un âge de la démocratie. Avant, il y avait des choses peut-être plus sobres, mais parfois très opaques. Demain, il y aura peut-être un âge démocratique plus satisfaisant, où le fond et la forme cohabiteront mieux. On est dans une phase ouverte en 2004-2005 par Nicolas Sarkozy, relayée par Ségolène Royal, qui a atteint, à mon avis, son apogée en 2007-2008 et qui est sur son crépuscule. Nous sommes en train de vivre la maturation ou le déclin de cette phase qu'on a appelée pipolisation de la vie politique et qui, à mon avis, est beaucoup plus politisation du people, c'est-à-dire les hommes et les femmes politiques prennent des éléments de leur vie privée, authentiques, leurs vraies femmes, leurs vrais amis, leurs vraies passions, et en font un message politique à visée électorale. Cette manip-là, cette technique-là, on arrive un peu au bout de son exercice. D'accord. Et même si aux États-Unis, par exemple, cette tendance existe depuis très longtemps, est-ce que en France, où on est moins habitué, est-ce qu'on peut parler quand même d'une fracture entre les Français d'un côté, qui sont préoccupés par leur quotidien avec tout ce que cela comporte, et de l'autre côté, les dirigeants un peu plus bling-bling. Est-ce qu'on a une fracture entre les politiques d'un côté et la France d'en bas? Non, je ne dirais pas qu'il y a une fracture. Les Français sont toujours friands de connaître le train de vie, la vie privée, y compris dans ces aspects les plus bling-bling, les plus spectaculaires de leur classe politique. Et d'ailleurs, quand les médias en traitent, ça fonctionne toujours autant. La curiosité est intacte, de la même manière qu'elle a toujours été, cette curiosité très vive pour la politique spectacle. Parfois, il y a une coïncidence entre des hommes politiques qui travaillent bien, qui ont des résultats, et puis cet appétit pour le côté politique spectacle de leur action. Et puis parfois il y a une distance, parce qu'ils sont en échec sur la partie professionnelle de leur fonction. On vit en ce moment une mise en échec des politiques, que ce soit Sarkozy qui bute sur la crise économique, ou l'opposition qui a du mal à revenir dans le train de la course. Eh bien, on voit un écart entre la performance des hommes et des femmes politiques et la curiosité des Français. Quand ils sont efficaces, on leur permet, on leur passe leurs excès de communication et même parfois on les apprécie, on les commente. Quand ils sont inefficaces ou insuffisamment efficaces, on va leur reprocher en plus de continuer à faire de la communication politique. C'est ce grand écart que nous vivons en ce moment. Je comprends bien. Et maintenant, si nous passions sur un tout autre sujet, maintenant parlons un peu de l'enseignement supérieur. Les réformes et les grèves se suivent à l'université et posent la question de la place
des universités françaises dans le monde. Alors même si certaines écoles s'en sortent, le Financial Times a noté le master de l'ESC Lille 14e mondial. D'autres, la question reste encore posée. Quelle est la place des universités françaises dans le monde? En ce sens, est-ce que les réformes qui sont actuellement en cours vont dans le bon sens? Il y a une excellence française, c'est les grandes écoles. Depuis toujours, les grandes écoles, quelles qu'elles soient, sont le haut du panier et les formations sont reconnues à l'étranger. Le problème français, c'était l'université. Alors, on a plusieurs solutions pour aborder le problème. On a, certains l'ont proposé, la possibilité de détruire les grandes écoles et de mettre tout le monde dans l'université. Ça serait perdre l'élite et ne pas faire monter le niveau moyen. On avait une autre piste, c'était de rechercher une autonomie nouvelle pour les universités, les rassembler en grands campus, leur donner une taille critique et puis les rendre un peu maîtresses de leur destin. C'est ce qui a été tenté par Nicolas Sarkozy et Valérie Pécresse. Sur le papier, c'était à mon avis une très bonne réforme. Il était grand temps de transformer les universités en établissements autonomes, un peu comme certains grands théâtres ou grands musées sont devenus des établissements autonomes, à charge pour les facs de devenir performantes. Et à partir de là, si elles gagnent de l'argent, tant mieux, elles pourront réinvestir, si elles trouvent des partenariats dans le privé, tant mieux, et l'excellence l'emportait. Visiblement, ça bute sur des archaïsmes, des conservatismes syndicaux, des craintes professorales, étudiantes. Il faut rassurer, il faut les combattre pied à pied. Et puis ça bute aussi sur de véritables dysfonctionnements qui laissent penser que la méthode appliquée n'a pas été la bonne, qu'on a voulu aller trop vite, qu'on n'a pas assez consulté. Donc sur certains aspects, il faut reprendre la copie. Néanmoins, moi je pense que la philosophie demeure très très bonne. Renforcer les facs pour qu'au niveau international elles soient plus performantes, les rendre autonomes avec de vrais chefs, de vrais exécutifs, responsables d'un projet universitaire comme il y a un projet d'entreprise, avec des contraintes. La qualité de l'enseignement, l'égalité des étudiants, la minoration évidemment des frais de scolarité, mais avec aussi des possibilités. Cette chance-là, il faut la saisir maintenant. Sinon, la fac française continuera de se déclasser, l'université disparaîtra du paysage et il n'y aura plus rien entre les bacs pro, à travers lesquels on trouve du travail, voire de petites formations universitaires professionnalisantes comme les DUT et les IUT, et puis les grandes écoles. La grande masse des Français passeront à travers une formation de qualité, ça serait vraiment dommage. Je comprends bien. Et ceux qui nous regardent aujourd'hui sont aussi les étudiants d'aujourd'hui et sont surtout les managers de demain. Est-ce que vous pensez que la préparation qui est actuellement donnée dans ces universités et même dans les écoles et prépare bien les étudiants d'aujourd'hui à leur vie professionnelle de demain, à affronter la vie économique de demain? Oui et non. Intellectuellement, oui. Incontestablement, il y a une formation d'excellence et depuis que les grandes écoles ont saisi l'importance de l'internationalisation de leur formation, je pense que dans les écoles supérieures, on forme vraiment une élite tout à fait compétitive pour aborder le monde de la vie réelle, le monde de l'entreprise réelle, dans un contexte de concurrence très vive. En revanche, psychologiquement, je ne suis pas sûr. Je pense que l'on sous-estime encore dans les écoles et dans la tête des étudiants la dureté, la violence, la complexité des rapports psychologiques au sein d'une entreprise et entre l'entreprise et ses concurrents, clients, fournisseurs. Et ça, je ne sais pas si ça s'apprend. Je ne sais pas si ça s'apprend autrement que sur le tas. Est-ce qu'il faut encore aller plus loin dans les stages et dans l'immersion? Est-ce qu'il faut se dire tout simplement qu'un jour ou l'autre on tombe dans le grand bain et que c'est là que se fait l'ultime sélection? Peut-être qu'il faut être un peu fataliste de ce genre. Mais on voit arriver des jeunes sur le marché du travail de mieux en mieux formés, polyvalents et très tendres, pas assez endurcis. Alors, espérons qu'à travers des expériences comme des mini-entreprises, des entreprises des écoles, des junior-entreprises, à travers des stages, eh bien le cuir va se durcir un peu plus vite que prévu. Il y a les années de fête, il y a les années étudiantes, il y a les années de légèreté, et puis il y a un moment, un rendez-vous avec la réalité. Ce rendez-vous est extrêmement violent. Il faut que les étudiants et leurs professeurs le sachent. Très bien. Eh bien, merci, M. Barbier, de nous avoir reçus à l'Express aujourd'hui. Merci à vous.